On a eu la revanche entre les Cavaliers et le Thunder. C'était le gros match déjà la semaine dernière entre les deux meilleures équipes de la ligue. Là, pareil, sauf que ça a tourné largement à l'avantage d'OKC. OKC a écrasé Cleveland 134-114. Même les 20 points d'écart ne sont pas tout à fait, comment dire, Représentatif. représentatif de ce qui s'est passé dans ce match et notamment de ce qui s'est passé tôt dans le match. On n'a presque plus eu de match au bout du troisième quart-temps en fait. 40 points, 8 passes d'un Shai Gilgeous-Alexander qui marque son territoire et qui s'affirme comme un MVP en puissance, Shai. Ouais, c'est la plus lourde défaite de Cleveland cette saison. On l'attendait, ce rematch, on en parlait, on s'était dit que le Thunder allait probablement réagir après la défaite du match précédent. Il y a pas eu match, quoi. T'as une équipe qui arrivait avec le couteau entre les dents, qui n'avait pas Isaiah Hartenstein, pourtant ça les a pas du tout empêchés de dominer cette rencontre, d'être très agressif tout de suite. Tu parlais de Shai Gilgeous-Alexander, vraiment très très agressif aussi. Il a bien tenu à dire aussi après le match qu'il n'avait pas eu besoin des lancers francs pour marquer ses 40 points. Hein. Il a mis 5 lancers francs en 3 quarts-temps, il n'a pas joué le quatrième. Et ouais, voilà, il a mené une équipe que j'ai trouvé très dominatrice, très sérieuse. Et en face, les Cavs n'ont pas joué au niveau auquel on pouvait les attendre. J'ai bien aimé aussi, je l'aime toujours, hein, de toute façon à chaque fois je le souligne parce que c'est pas un des joueurs dont on parle le plus quand on parle de Casey, mais la défense de Lou Dort déjà sur Mitchell, ça, encore une fois, hein, parce que je me suis aperçu après en lisant à droite et à gauche que c'était une habitude, mais Lou Dort a encore muselé Donovan Mitchell qui a marqué que 8 points à 3 sur 15. Et puis voilà, il n'y a pas eu de rencontre à proprement parler, ce qui est un peu décevant du point de vue spectateur, mais qui est assez rassurant pour OKC, qui a le même bilan que Cleveland maintenant. Ouais, et qui était presque un peu prévisible, le fait qu'il n'y aurait pas de rencontre. Alors bon, il n'y avait pas d'absent diplomatique, mais les joueurs des Cavs, par exemple, ont très très vite, Atkinson, il a lâché l'affaire. Evan Mobley, il a joué que 18 minutes. Jarrett Allen, il en a joué 16. Il n'y a pas un titulaire qui a joué longtemps. En même temps, effectivement, OKC a passé un 30-2 à cheval entre la fin du premier quart-temps et le début du deuxième. Un 22-2 sur la fin du premier quart-temps avec un très gros Shai Gilgeous-Alexander. Lugensdorf, tu l'as dit, il a fait aussi son meilleur match offensif, 22 points, 6 sur 9 à 3 points. Le OKC qui a joué avec un 5 très petit, mais beaucoup d'agressivité, beaucoup de qualité athlétique, beaucoup de dynamisme. Et il y avait une équipe qui avait la forte volonté de gagner, je pense, face à une autre équipe qui avait déjà un peu fait ses preuves. Oui, tu as raison, les deux équipes ont le même bilan. Je ne serais même pas surpris que le Thunder, d'ailleurs, termine cette saison avec le meilleur bilan de la ligue et l'avantage du terrain tout au long des playoffs. T'as vu les stats? Je regardais les stats du match-up Mitchell-Dort. Avant ce match-là, il s'était joué 9 fois. Mitchell était à 40% d'adresse, donc c'est pas un de ses adversaires préférés, clairement. Et sur les deux derniers matchs, là, si tu prends ce match-là et le précédent, même celui que Cleveland avait gagné, il était à... ça fait 6 sur 31 quand il est défendu directement par lui. Denio, après le match, hein, il a dit c'est un travail collectif, c'est pas évidemment un seul mec. Il a dit, mais bon, Lou Dort est un monstre. Tous les soirs, il a des match-ups comme ça. Parfois, les adversaires vont prendre le dessus, mais il est tellement dur à bouger, infatigable, que voilà, c'est un enfer pour les autres équipes. Et il y a une ou deux situations où Mitchell, il arrive à passer Dort, Ange Caruso. C'est quand même compliqué aussi, tu vois. C'est ça, c'est que... Ouais. Tu te fais trapper Caruso, Dort, c'est petite affaire, je pense. Ouais, parce qu'en fait, en vérité, de nos jours, avec les pick and roll, tu peux de toute façon forcer généralement ton adversaire à switcher, mais c'est vrai qu'à OKC, en fait, même si ça switch, derrière, tu as Jalen Williams, tu as Shai Gilgeous-Alexander, tu as Cason Wallace, tu as Alex Caruso, il y a de la défense partout, en fait. Il y a plein de très, très bons défenseurs extérieurs. Si en plus, tu finis par passer ce mec-là derrière, a priori, dans la raquette, il y aura soit Chet Holmgren, soit Isaiah Hartenstein, donc c'est un enfer. Et tu as raison, Dort, là où il fait très mal, je trouve, c'est justement avant que tu puisses appeler Speak, c'est tous les moments entre quand tu commences à sortir de ton camp jusqu'à la ligne à 3 points à peu près. Là, lui, il peut te mettre une pression parce qu'il est grand, il est extrêmement physique, il est mobile. Enfin bref, c'est un enfer, quoi. Son surnom lui va bien. Quand tu as certains des meilleurs attaquants de la ligue, parce que là, il y a Mitchell, mais Doncic, à chaque fois, qui lui pose la question, chaque saison, c'est quel est le défenseur que vous aimez le moins affronter. Il cite tout de suite Lugensdorf. Ça veut pas dire qu'il va pas faire des matchs à 40 points contre lui. Mais ça souffre. Ouais. Voilà, ça souffre. C'est vrai que ce que dit Denio, il est tellement dur à bouger. Tu le vois pas rebondir sur les mecs et il est inamovible.
Puis c'est un mec pareil qui était pas très attendu. Et moi j'aime bien ces gars avec ces parcours-là et qui trouvent une place en NBA alors que c'était pas des énormes prospects à la fac. Ouais, c'est vrai. En tout cas, très belle victoire d'OKC. Voilà, les deux équipes maintenant ont le même bilan, 34-6. On peut enchaîner peut-être avec la victoire de Phoenix, ou non, celle de Sacramento. Pardon, celle de Sacramento contre Houston. C'était l'autre gros match un peu de la soirée. Victoire des Kings contre les Rockets, 132-127. C'est un match qui a été disputé jusqu'au bout, avec du suspense jusqu'au bout du coup. 33 points de DeMar DeRozan, 26 points et 9 passes de Malik Monk. Malik Monk qui a été très bon dans le quatrième quart-temps, a été décisif. Et ouais, les Kings qui ont tenu bon, c'était un peu chaud à la fin. Il y a eu un panier important de Jalen Green. Il y a eu des possessions qui sont jouées sur des lancers francs. Mais les des Kings challenges ont pas aussi. craqué. Ouais, des challenges. Dylan Brooks voulait absolument qu'on dise qu'il n'avait pas fait faute, mais voilà. Oui. D'ailleurs, ça a été un des challenges les plus rapides. Des fois, ça peut prendre des plombes. Là, c'était assez rapide. Donc, bien vu, Dylan, hein, c'était raté. Mais pour le coup, les arbitres n'ont pas mis 15 plombes à se décider. Et du coup, une victoire de Sacramento contre Houston, 132-127. Et c'est la 8e en 10 matchs pour Sacramento sous Doug Christie. À la fin de match était bien. Hein. On en parlait hier déjà de Jalen Green, mais il a fait une super fin de match. Il a rentré des paniers assez difficiles et il passe finalement à un tir d'arracher la prolongation. Parce que là, s'il y a cet écart-là, c'est parce que il arrive à bien, il crée la séparation, il prend un tir qui peut sembler pas simple, mais qui est quand même plutôt ouvert pour lui dans une période où il score beaucoup. Ça rentre pas et derrière faute et du coup ils peuvent prendre 5 points d'avance. C'est Malik Monk qui met les deux derniers, mais Jalen Green encore bon en plus des deux intérieurs qui fonctionnent de mieux en mieux ensemble, je trouve. Amen Thompson, Alperen Sengun, les deux ont fini en double-double. Ouais, 28 points pour Green, 21 points, 10 rebonds pour Sengun et 20 points, 10 rebonds, 5 passes, 2 interceptions pour Amen Thompson. Et effectivement, il y a eu un bon système, il a bien pris son tir. Il en avait mis un juste avant qui était important aussi. Là, lui, il s'en est voulu, mais en soi, c'était un bon tir. Il a fait ce qu'il fallait, ouais, voilà, exactement. Et puis c'est pas tombé du coup pour Houston sur ce match-là, mais bon, voilà, Sacramento de toute façon est une équipe qui remonte en puissance autour de son 5 majeur, donc c'est pas une défaite embarrassante clairement que de perdre contre les Kings, qui passent à la 9e, non, ils sont toujours 9e de la conférence Ouest, mais voilà, ils ont un bilan positif maintenant. C'était pas gagné, hein. C'était pas gagné de les voir 9e là à mi-saison, franchement, vu la spirale à la fin de l'ère Mike Brown. Et puis ils sont vraiment pas très loin du reste en plus. Ils sont surtout recollés à, tu vois, en soi ils sont qu'à 2 victoires des Clippers, des Lakers. Non, ils ont même le même nombre de victoires que les Lakers. Ils ont juste plus de matchs avec les reports forcément, mais ils ont 3 défaites de plus. Ouais, mais ils sont bien repris en tout cas, c'est assez impressionnant. Yes. Les Suns, du coup, je le disais, ont battu les Wizards 130-123. Alors, Phoenix menait de 24 points avant de se laisser un peu rattraper sur le final. Les Wizards ont recollé à 3 points et derrière, il y a eu un panier primé de Devin Booker qui a fait 37 points sur ce match. Devin Booker, 23 points aussi de Kevin Durant. Et voilà, 18 points, 11 rebonds aussi pour le rookie Ryan Dunn. Victoire des Suns contre une équipe des Wizards qui est revenue sur le tard, on va dire. Ouais, c'est ça, mais c'est pas. Les Suns se sont quand même fait un peu peur. Hein. Ils sont revenus à 3 points quand même à un moment dans le 4e quart-temps. T'imagines, enfin là, les Suns, vu la période où c'est un peu compliqué, t'imagines, tu mènes de 23 points contre la pire équipe de la ligue et tu te fais remonter et tu perds, ça aurait été catastrophique. Bon, ils ont réussi à repasser devant. Je note le bon match de Keyshawn George, 24 points, c'est son record de points en carrière pour le Suisse. Et puis les deux Français ont fait plutôt du bon boulot, surtout Alex Sarr qui a été assez actif, même s'il n'a pas été très très adroit. 16 points, 9 rebonds, 2 contres, 2 passes. Bilal Koulibaly, 13 points, 3 rebonds, 2 passes. Ouais, Alex Sarr, il s'impose presque comme parmi les 2-3 favoris pour le rookie de l'année en termes de stats, même si je pense que ça aide beaucoup au final de jouer aux Wizards. C'est vraiment pas pour rabaisser Alex Sarr. C'est juste là, en termes de jeu, par exemple, tu vois, je trouve pas que ce soit forcément le meilleur rookie, mais il progresse, il continue son évolution et dans ses stats, il sera clairement un candidat au rookie de l'année. Si ça devait s'arrêter là, il serait très haut placé. C'est un joueur qui progresse. La progression, elle est palpable, notamment, elle est visible surtout en attaque. Tu sens qu'il y a une évolution. En défense aussi, il s'affirme.
C'est un joueur qui a l'air de prendre confiance, donc c'est clairement un joueur intéressant pour Washington. Les 2 Français sont très intéressants dans le projet de Washington. Ouais, j'ai une stat pour Phoenix qui montre bien quand même qu'il y a un souci, c'est que donc Phoenix a gagné 20 matchs cette saison et une seule des 20 victoires l'a été de plus de 10 points. Normalement, avec une équipe avec cette force de frappe offensive et ils sont jamais à l'abri, quoi. Ils sont jamais à l'abri. Un match comme ça, de cette nuit, tu peux te relâcher. Il y a des relâchements dans le 4e quart-temps, même contre des équipes faibles, mais c'est un des signes qui sont quand même assez révélateurs, je trouve. Je reviens juste sur Alex Sarr c'est le meilleur marqueur des rookies actifs. Jared McCain étant out et DeQuan Plowden n'ayant joué qu'un seul match avec Atlanta, Alex Sarr il a 11,8 points de moyenne. Et derrière, c'est qui derrière? C'est Zach Edey, non? Alors derrière, il y a Jalen Wells avec 11,6, Stephen Castle 11,4. Zach Edey, il est un peu redescendu parce qu'il a fait des tout petits matchs offensifs là ces derniers temps. Ensuite, il y a Zachary Rizaché avec 10,5, puis Zach Edey 9,7. Je dirais que là, moi, pour l'instant, le meilleur rookie en termes de jeu, de ce que j'ai vu, c'est Stephen Castle. Ouais, ça, je dirais que ce serait mon meilleur rookie, mais je ne sais pas si ce serait forcément le rookie de l'année. La course est toujours ouverte. Ouais, la course, exactement. C'est très, très ouvert. Il y a Trenton Flowers des Clippers aussi qui a 9 points par match, mais il a joué qu'un match. Ouais, je te crois. T'inventes des noms, je suis sûr. Ouais, ok, ça me rassure. Et là, tu m'aurais dit que tu connaissais le gars. J'aurais dit non. Mais il y a des mecs qu'on voit quand on regarde les Summer League, machin, ou que sur la saison dans une équipe que tu as suivie, tu vois, tu te rappelles du gars, mais je me rappelle pas de tout le monde quand même. Les Clippers, du coup, allez, j'ai qu'à enchaîner là-dessus. Les Clippers ont battu les Blazers, je ne retrouvais même plus le nom de l'équipe. Victoire contre Portland, 118-89. Ça va, en 2 soirs, ils ont écrasé les Nets, puis ils ont écrasé les Blazers. Ils n'ont pas joué les 2 équipes les plus difficiles de la ligue. 23 points de Norman Powell, 19 points de James Harden. Bon, ça fait une petite victoire facile. Kawhi économisé, parce que forcément, avec la répétition des matchs, il n'a pas joué. Mais on peut peut-être noter que Ryan Rupert a joué 7 minutes dans le match. Il a entré 7 minutes, 5 points pour le français. C'est vrai que parfois, il fait des petites apparitions, on n'en parle pas tout le temps, mais bon, il est là, il essaie de s'accrocher. On aimerait le voir peut-être jouer un petit peu plus, mais il n'y a pas eu trop de répondants côté Portland. Voilà. Ouais, Portland, là, ça coule. Ils font jouer les 3 arrières ensemble, là, les Simon Sharp et Anderson, mais c'est pas extraordinaire. 3 points, 4 rebonds en 14 minutes pour Nico Batum aussi. Yes. Et du coup, Indiana jouait contre Détroit, victoire des Pacers 111-100, une équipe des Pacers qui tourne bien, qui a récupéré Tyrese Haliburton sur ce match-là. Il a fait 17,8 passes, il y a 28 points de Miles Turner, il y a 26 points de Pascal Siakam. Miles Turner, j'y pense. Donc, il y a une petite altercation avec Isaiah Stewart pendant le match. La punchline de l'année, là. Il lui a dit, tu joues avec des Lego. Stewart, il a dit ça à Miles Turner. Non, me parle pas, toi, tu joues avec des Lego. Un gros collectionneur de Lego. C'est punchline assez extraordinaire, mais victoire des Pacers. Miles Turner a eu le dernier mot. Moi, je proteste. Je respecte les Lego, les cerveaux d'ingénieurs un peu comme ça. Je respecte les gens qui font les Lego parce que je suis totalement chier pour faire des Lego, donc je respecte les gens qui ont cette organisation, ce soin avec les affaires comme ça, avec les trucs de construction. Donc, moi, j'adore mais c'était drôle. Je ne valide pas. Enfin, je valide pas. La punchline, je la valide. Elle est très drôle, mais. Mais respect à Miles Turner quand même. Victor Wembanyama aussi, un grand fan de Lego. Absolument. Et puis Turner peut lui dire que lui a fait un très très gros match en plus. Turner, il met 8 paniers à 3 points. Les Pacers, pour revenir sur eux, je les trouve extrêmement solides. Ils n'ont pas été franchement en difficulté contre les Pistons, même si c'est une des bonnes équipes de l'Est en ce moment. C'est une équipe qui a complètement retrouvé son rythme de croisière. Je suis assez content qu'on puisse les voir à Paris là, pour voir gros changement de visage. Début de saison, on les reconnaissait pas. Il y avait plus l'allant offensif. Il y avait Haliburton était méconnaissable. Là, je dirais pas qu'il est revenu sur l'espèce de furia qu'il avait l'année dernière où c'était un des top joueurs de la ligue, mais l'équipe est franchement solide quand même. Ils font assez plaisir à voir. Ouais, non, clairement. Et du coup, effectivement, pour le match à Paris, il y a une bonne dynamique en place. Après, on verra quand. Ça ne sera pas le cas des Spurs. En tout cas, ce ne sera pas le cas de Wembanyama, mais c'est vrai que quand les équipes viennent à Paris, des fois, il y a un peu en mode on est en vacances. Ouais. Mais bon, vu que là, il y aura une équipe en face qui sera a priori dans un mood compétitif en ce qui concerne San Antonio, ça va peut-être aussi tirer les Pacers vers le haut. Peut-être qu'eux auront tout simplement le sérieux de jouer il y a 2 matchs à fond. Et il y en a 2 des matchs. Donc ça compte, hein.
Ouais, Quand t'es à l'aise, c'est des matchs qui comptent. Là, tu vois, ils sont au coude à coude avec Orlando, avec exactement. Milwaukee. S'ils se mettent à perdre les 2 matchs, qu'Atlanta, Miami en gagne 2, enfin, non, je pense vraiment que c'est ce qui est intéressant dans l'affiche de cette année, outre le fait qu'on va voir Victor Wembanyama, les Spurs et tout, c'est cool. Mais c'est qu'il y a, voilà, l'enjeu sportif, il est réel. Ils peuvent pas, je pense, justement, faire que du tourisme et se dire, bon, c'est 2 matchs qu'on prend à la légère. C'est une équipe qui vise, être dans le top 6, c'est important quand même d'éviter le play-in. Et Indiana, je pense qu'ils aimeraient bien gagner au moins un des 2 matchs. Et puis, pareil pour les Spurs qui sont pas très loin non plus du top 10. Ouais, les Spurs aussi ont intérêt à gagner. À l'Ouest, Bien ça sûr. va très très vite. Il faut enchaîner les victoires. Un petit mot d'Euroleague, il y a eu une très belle perf d'Evan Fournier qui a mis 28 points lors d'une nouvelle victoire de l'Olympiakos contre le Real Madrid. Donc voilà, Evan qui lâche un petit carton. L'Asvel a battu l'Alba Berlin 96-89. 18 points d'Edwin Jackson. Nous ne sommes pas en 2013. Edwin Jackson continue de briller en Euroleague. Et Paris a battu le Maccabi 96-83. Sereinement. Ouais, Paris qui est 5e du coup quand même, qui remonte un petit peu après avoir enchaîné 3 défaites. Le Partizan a battu Milan, mais il n'y avait pas de Franck Ntilikina sur le terrain. Voilà pour le petit tour Euroleague. J'ai ma sœur qui était au match du Paris Basket, moi j'ai pas pu y aller, mais qui m'a dit que l'équipe, enfin qui a été impressionnée par TJ Shorts notamment. TJ Shorts qui peut quand même, 14 passes décisives. Ouais, encore 14 passes décisives. J'ai zappé qu'il pouvait faire MVP Champions League, MVP de l'Eurocup et MVP de l'Euroleague à la fin de la saison, si dans son CV personnel, s'il arrivait à être élu MVP, ce qui est pas garanti évidemment, mais voilà. Et puis évidemment mon point Jalen Hort, marqueur du Maccabi Tel Aviv avec 16 points à 5 sur 11, 8 rebonds et 2 passes décisives. Voilà. Toujours une belle saison effectivement pour Jalen Hort, même si c'est plus compliqué pour le Maccabi, Ouais. qui est 17e, avant-dernier. Ils sont avant-dernier de l'Euroleague. Mais bon, Ouais. Jalen Hort, lui, forcément se distingue, attirera peut-être même les faveurs d'un gros club qui cherchera peut-être éventuellement à le signer. On sait que Théo Maledon, par exemple, devrait a priori aller à Madrid, si on ne dit pas de bêtises. En tout cas, c'est la grosse rumeur, Théo Maledon Madrid. Voilà, il y aurait de plus en plus de Français dans les gros clubs, c'est toujours intéressant, notamment pour l'équipe de France. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut ajouter dans ce CQFR? Non, Jimmy Butler est plus suspendu et il est pour l'instant pas sur l'injury report du match contre Denver. Donc, ils sont toujours en train de se décider sur le traitement. Ouais, disons qu'a priori, si on s'arrête aujourd'hui, il devrait jouer contre Denver ce soir. Curieux de voir ça, tiens. Ouais, de voir un peu quelle comment dire, ouais, quelle attitude. Mais après avec ses coéquipiers, je pense que ça va. Le problème est vraiment en coulisses. Oui. Et avec les dirigeants, avec Pat Riley, quoi. On observera ça, on en parlera sans doute lundi matin. Yes. Allez, on s'arrête là-dessus. Le replay de la Late Session sera disponible tout à l'heure sur YouTube. Et de toute façon, on se retrouve demain pour un nouveau CQFR où on répond à toutes vos questions. Bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Ciao, ciao.